au jeudi de la pépinière Créode à Castelnaudary pour une intervention sur l'exploitation des fonctionnalités, du moins de certaines fonctionnalités de la fiche établissement Google pour améliorer son référencement local. Pour les gens qui sont en visio, il serait sympathique que vos micros soient coupés et donc vous pouvez poser vos questions avec le chat, le bouton converser dans la barre d'outils Teams. Ce webinaire est enregistré, donc on vous enverra un lien pour le replay et je vous ferai passer en format PDF le PowerPoint qui va me servir de support donc à cette intervention. Pour les gens qui sont en présentiel, il y aura un questionnaire de satisfaction à remplir. N'hésitez pas à le compléter. Donc, je vais faire un petit rappel concernant la fiche Google. Pour les gens qui n'étaient pas là à la dernière intervention, je fais un récapitulatif sur les activités. Lance l'enregistrement, s'il vous plaît. Quelles sont les activités qui sont concernées par l'intérêt de créer un Google My Business, donc une fiche d'établissement. Donc c'est quasi indispensable pour les professionnels de santé, mais aussi pour les professions libérales. Ça en va de même pour les artisans et surtout pour les commerces de proximité. Si éventuellement vous ne possédez pas de boutique ou de point d'accueil, il y a un intérêt, sauf dans un cas, à créer une fiche Google. On va le voir, on ne va pas raisonner avec l'adresse, on va raisonner en zone de chalandise. Le but du jeu, c'est que localement, on soit capable de vous trouver. Donc, une des solutions, c'est effectivement dans un premier temps, de cibler une zone de chalandise à l'échelle d'un département, ce qui est assez facile à faire. Voilà. Donc, je vous ai mis pour rappel les activités à domicile, c'est-à-dire la coiffure, l'esthétique, par exemple. Si votre établissement dessert des zones spécifiques aussi, et le seul bémol, le seul cas où je dirais qu'il n'y a aucun intérêt de créer une fiche Google, c'est si vous avez une activité pure business, pure e-commerce et une activité sur Internet. Le seul prérequis, c'est déjà d'avoir un compte Google, donc de créer une adresse Gmail. À la limite, n'hésitez pas à en créer deux et de faire des essais avant de créer votre fiche d'établissement Google. Donc on peut le faire depuis un navigateur web, Bing, Google, etc. Et on peut le faire aussi à partir de l'application mobile, donc à partir de votre smartphone. L'intérêt pour les internautes, pour vous créer, vous, votre fiche établissement, c'est déjà de vous trouver, donc d'avoir une visibilité, ce qu'on appelle locale, c'est-à-dire recevoir des appels directement à partir de la fiche Google, d'augmenter éventuellement les visites physiques grâce à la géolocalisation. On va voir tout l'intérêt de mettre une adresse donc, qui permet à Google Maps de vous situer et de proposer un itinéraire à vos clients ou éventuellement à des visiteurs, et aussi d'attirer des clients en présentant et en se servant, par exemple, de certains produits, de certains
facilité que permet la fiche Google, c'est-à-dire la présentation de produits, ça peut être des nouveautés, ça peut être des promotions, ça peut être des nouveaux services, etc. etc. Deuxième chose que permet la fiche établissement Google, c'est d'interagir avec les clients, c'est-à-dire, dans un premier temps, de récolter des avis clients, éventuellement d'échanger avec sa communauté, c'est-à-dire répondre aux avis et éventuellement remercier les gens, donc le consommateur ou la personne qui a visité votre point de vente physique. Ça permet d'améliorer évidemment la relation client. Au niveau de la marque, ça permet d'améliorer sa position sur Google, donc ça permet d'optimiser un petit peu le référencement naturel. Ça permet aussi d'augmenter le trafic vers son site. Alors évidemment, quand vous avez un site web et que vous avez sur votre fiche établissement Google le pavé site web, ça renvoie directement sur votre site. Donc, ça vous permet de gagner un petit peu en notoriété. Donc, je vous ai mis quelques conseils pour avoir une fiche efficace. Donc, déjà, la règle d'or, c'est le temps de préparation qui peut être plus ou moins important en fonction, je dirais, de votre activité et de ce que vous voulez, des sujets sur lesquels vous voulez communiquer. Plus la fiche sera complète, mieux elle sera classée localement, notamment parmi les recherches, c'est-à-dire les requêtes des internautes. Donc il faut penser à avoir une description très précise de votre activité, de parler de vos avantages concurrentiels, ça peut être du parking gratuit, ça peut être un Wi-Fi pour les visiteurs, ça peut être des horaires d'ouverture décalés. N'hésitez pas à mettre des photos, si possible, qualitatives, et surtout, ça permet de mettre à jour vos horaires d'ouverture. Donc, au moment de la création, on part sur des horaires, par exemple 9h midi, 14h, 18h30. On s'aperçoit qu'il faut modifier cette amplitude d'ouverture. Éventuellement, la fiche Google permet de mettre à jour vos horaires. Effectivement, il faut les anticiper, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire la veille pour le lendemain. Donc, mettre à jour vos horaires d'ouverture, on va passer effectivement à une journée continue, ça peut être de 10h à 19h. C'est un exemple. Les commentaires clients auront le plus d'impact. Donc, c'est dans un premier temps d'inciter les clients à poster leurs avis et surtout vous d'y répondre. Donc, ça peut être de manière technique en sachant, toujours, en sachant que le but du jeu est de répondre le plus régulièrement possible et le plus courtoisement possible. Donc, créer sa fiche pas à pas. Donc déjà, dans un premier temps, s'assurer d'avoir un compte Google, c'est-à-dire d'avoir une adresse Gmail, puis se rendre sur le site www.google.com/business. Donc on arrive à un outil, on accède à l'outil. Je vous ai fait une capture d'écran. Donc on a un petit pavé en haut à droite qui ressemble à un clavier d'ancien téléphone où on a l'outil qui s'appelle My Business. Donc, pour les gens qui veulent le faire éventuellement avec un smartphone. Donc, première chose à faire, c'est de voir si votre établissement n'est pas déjà créé, ce qui peut arriver. Donc, on saisit le nom de l'établissement, et donc là, il peut se présenter plusieurs possibilités. La fiche a déjà été revendiquée par quelqu'un, c'est-à-dire qu'elle est validée par une autre adresse Gmail, ça peut être celle de l'ancien propriétaire,
suite à une reprise. Ça peut être aussi une ancienne activité. Si vous reprenez une cellule commerciale qui a été inactive pendant un laps de temps, un certain laps de temps, on va dire, Google a la mémoire longue, ce sont des ordinateurs, donc il y a une adresse, et à cette adresse, il y avait, Google se souvient qu'il y avait un point de vente qui n'est pas forcément le vôtre. Donc, on va demander l'accès. Donc, vous avez un petit bouton tout à fait en bas, demander l'accès, et on arrive sur plusieurs cas de figure. Donc, la fiche a déjà été revendiquée, c'est-à-dire que l'ancien propriétaire ou la personne qui la revendique voilà, a la main dessus. Donc là, vous avez le cas de figure où il va falloir faire une récupération de compte. Donc c'est plus ou moins compliqué, plus ou moins long. Soit c'est vous qui l'avez créé, il suffit de vous reconnecter. Ça peut être quelqu'un qui l'a créé pour vous. C'est souvent le cas, notamment pour des gens qui travaillent avec des franchises. C'est-à-dire que c'est le franchiseur qui crée votre fiche d'établissement Google, mais vous n'avez pas la main dessus, donc il faut demander systématiquement à votre franchiseur d'avoir un statut d'administrateur pour pouvoir faire des modifications sur votre fiche. Si la fiche établissement ne vous appartient pas, vous pouvez quand même demander une mise à jour des informations. Donc là, vous aurez une réponse soit par mail, soit par téléphone, soit par courrier. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui ont été dans ce cas. J'avais fait un pavé sur comment revendiquer une fiche quand vous avez perdu la main sur votre établissement, donc sur la fiche établissement. Pour les gens qui sont en visio, je ne sais pas si on ne va pas passer directement à la création plutôt de la fiche plutôt que la revendication qui peut dépanner certaines personnes. Sur le chat, il n'y a pas de questions. On va passer. On va passer directement à la création d'une fiche établissement Google. C'est là où ça commence à devenir sérieux. Première question, quel est le nom de votre établissement? Et là, il y a un point de vigilance relativement important. Et j'attire l'attention de l'importance de la nomination de votre établissement. C'est-à-dire que le nom de votre établissement doit être le même sur tous les supports numériques utilisés. C'est-à-dire, ça doit être le même sur la fiche établissement Google, la même sur votre site internet, le même sur votre page Facebook et le même sur Instagram, Twitter, LinkedIn et consorts. Ça peut être TikTok aussi. Pourquoi utiliser le même nom? Et quand je dis le même nom, à la limite, on pourrait changer les polices, on pourrait changer l'écriture. En réalité, on remet, on fait un copier-coller. C'est à peu près la seule fois où on va être dans l'absolu et dans les bonnes pratiques, être obligé de faire du copier-coller. C'est-à-dire que c'est la même police, le même nom, la même orthographe qui devra être utilisée tout simplement par rapport au référencement naturel. Les moteurs de recherche de Google, donc les principaux moteurs de recherche, vont trouver une cohérence entre les différents supports, les différents canaux numériques, voilà, qui sont le site internet, la fiche établissement et les réseaux sociaux. Donc là, une fois que le nom de l'établissement est mis, on ajoute un lieu, c'est-à-dire le lieu physique avec une adresse, c'est-à-dire ça peut être une boutique, un magasin, ça peut être un bureau pour certains artisans. Donc là, on a une interrogation de la part du logiciel qui vous demande si on utilise une adresse
ou pas. Donc, quand c'est un point de vente physique où on peut recevoir les gens, ben, oui, l'adresse est nécessaire. Donc, sinon, si vous raisonnez, je vais prendre le cas d'une profession libérale, un cabinet d'infirmière, par exemple, n'est pas forcément obligé de mettre son adresse, mais plutôt de raisonner en zone d'intervention. Ça peut être un rayon, ça peut être toute autre chose. Donc là, on l'indique. Premier cas, vous avez une adresse précise. On est en France, on met l'adresse, le code postal et le nom de la ville. Jusque-là, rien de très compliqué. Logiquement, Google, à ce moment-là, vous propose une carte, donc Google Maps, et met un petit fanion qui vous permet de vous situer. Donc là, il se peut que Google Maps ne vous place pas forcément au bon endroit. Donc le but du jeu, c'est d'agrandir, d'ouvrir la carte et de repositionner très précisément votre adresse. Ça arrive souvent en zone rurale où l'adressage n'est pas encore fait et souvent Google Maps vous envoie à l'opposé ou sur un autre, sur une adresse à peu près similaire, mais qui peut être un chemin de traverse, qui est des fois un chemin de randonnée et non pas un chemin goudronné, ce qui peut être gênant pour des chambres d'hôtes. Voilà. Dans des villes, vous pouvez être positionné du mauvais côté. Vous êtes côté impair, on vous positionne côté pair. Ça peut être à rectifier dès le départ. Autre point qui nécessite une préparation, voire un essai, c'est quelle catégorie, dans quelle catégorie, quelle est la catégorie qui définit le mieux votre activité. Et là, il se peut qu'on arrive à des petits problèmes, tout simplement parce que pour le moment, Google a fait de la traduction littérale des listes, des catégories d'entreprises des États-Unis et les a retranscrits dans les langues français, allemand, espagnol, etc. Et il y a des métiers qui diffèrent entre les États-Unis et l'Europe. Créatrice de bijoux fantaisie, par exemple, ça n'existe pas. Voilà. Donc il va falloir trouver une catégorie qui correspond le mieux, si possible, à votre activité. Donc des fois, c'est pas si évident que ça. J'ai l'exemple d'art thérapeute, par exemple, des gens qui ont des activités liées à des médecines douces qui n'existent pas dans les catégories Google. Donc, il va falloir trouver une activité qui s'en rapproche. Une fois que cette catégorie est renseignée, très difficile de la faire changer. Donc, c'est pour ça que je dis souvent, faites un test, vous mettez la catégorie, ça n'empêche que vous pouvez remettre des catégories qu'on appelle secondaires, tertiaires, et on peut en mettre beaucoup plus. Mais la catégorie principale va ouvrir des opportunités sur la fiche établissement. C'est-à-dire qu'un hôtel, par exemple, vous pourrez faire de la réservation, il y aura un pavé réservation, présentation des services, etc. Mais ça sera la catégorie hôtel et non pas hôtel-restaurant. C'est-à-dire que, bizarrement, même si l'hôtel fait restaurant, a un restaurant dans ses murs, on ne pourra pas afficher le menu et on ne pourra pas faire une réservation pour la partie restaurant. Cas de figure, vous avez un hôtel avec le restaurant à la même adresse, vous créez une fiche établissement pour l'hôtel et vous en créez une deuxième pour le restaurant. Première catégorie hôtel, deuxième catégorie restaurant, même si c'est la même adresse. Vous jouerez après sur les options qu'il peut y avoir à l'intérieur de la fiche établissement dans la partie paramètres. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement compliqué, cette catégorie à définir. Alors, il y a des métiers où c'est beaucoup plus facile. Je vais prendre l'exemple de la boulangerie.
l'avantage boulanger, vous êtes boulanger-pâtissier, etc. Ça, c'est déterminé. Après, il y a tout un tas de nouveaux métiers qui ne sont pas mis à jour. Alors, Google a tendance à le faire assez régulièrement, à enrichir sa liste, mais ce n'est pas encore opérationnel, je dirais, sur le côté francophone. Autre question, au moment de la création de la fiche, quelles coordonnées voulez-vous partager avec vos clients? Si vous souhaitez être embêté, vous mettez le numéro de téléphone. Alors, en principe, ne mettez pas votre numéro personnel, mettez un numéro professionnel. Ça peut être un poste fixe comme un portable. Si on a un numéro professionnel, la personne est renseignée sur les horaires d'ouverture ou de travail via la fiche établissement. Donc, logiquement, numéro professionnel, si vous mettez 9h midi, 14h, 17h, les gens devraient normalement vous contacter dans les horaires d'ouverture. Maintenant, dans la réalité, c'est tout autre chose. Mais vous avez l'avantage que si vous ne répondez pas à 17h30 ou à 18h, vous pouvez toujours vous couvrir en disant, mais attendez, voilà, c'est ouvert, j'ai des horaires d'ouverture, les prises de rendez-vous se font pendant les horaires. C'est une petite problématique, mais qui peut être effacée, entre guillemets, en commentaire, c'est-à-dire que dans la fiche établissement, si vous fonctionnez sur rendez-vous, mettez en commentaire, les rendez-vous seront pris pendant les horaires d'ouverture. Et ça vous dédouane, entre guillemets, d'avoir une amplitude de répondre au téléphone trop importante. Vous pouvez avoir un site web. Donc là, je vous conseille de mettre l'adresse URL, donc l'adresse principale de votre site. Vous n'avez pas de site internet, pour raison X ou Y, mais vous êtes présent par exemple sur Facebook ou sur Instagram. Du jeu là, on met l'URL de son compte Facebook ou de son compte Instagram, voilà, en fonction de l'activité. Des gens qui font je ne veux pas dire du journalisme, mais qui s'en rapprochent, qui ont besoin de communiquer assez régulièrement et qui le font au moins 2 ou 3 fois dans la journée, j'ai tendance à envoyer les gens sur un compte Twitter. Donc là, on fait des questions-réponses, etc., etc. Donc, une fois qu'on a rentré ces premiers éléments, on fait valider l'établissement, donc plusieurs cas de figure. Donc normalement, c'est Google qui le valide. Soit c'est des nouveaux clients qui mettent un avis ou qui confirment l'existence du point de vente, donc on parle bien de physique, ou de l'activité si vous êtes si on raisonne en termes de zone de chalandise. S'il y a des photos, les logiciels de Google vont faire le rapprochement entre leur Street View, c'est-à-dire leur photo à 360 de la rue par rapport à la position géographique, par rapport à votre adresse. Toujours pareil, adresse Gmail, pensez à regarder sur votre boîte mail Gmail qui est liée au compte Google, voir s'il n'y a pas un message de validation de votre établissement. Si Google a un doute, tout à fait au départ, on a mis une adresse. Donc, il se peut que votre fiche d'établissement ne soit pas validée avant une dizaine, une quinzaine de jours. Tout simplement pourquoi? Parce que Google va vous envoyer un courrier. Et donc, la validation se fait, distribution du courrier chez vous, pas de problème. Donc, Google va confirmer, puisqu'il va vous donner dans ce courrier un code que vous allez envoyer et on va valider votre fiche établissement. Le courrier revient à l'expéditeur, revient chez Google. Donc, ça ne valide pas votre fiche. Donc, pensez-y aussi. Notamment quand il n'y avait pas de commerce, alors je pense à des chambres d'hôtes par exemple, où on rachète un lieu qui était un moulin avant, dans le passé, les gens font les rénovations, etc. Le moulin, il est tombé pas en ruine, mais
il a cessé son activité dans les années 50, donc on ne parlait pas du tout de numérique. Il n'y a pas d'existence logique pour Google, donc il va envoyer un courrier à cette adresse-là. Si vous n'avez pas de boîte aux lettres ou si à la poste locale, vous n'avez pas fait l'effort de vous dire attendez, j'ouvre un établissement à tel nom, etc., il se peut qu'il y ait du décalage au moment de la création de la fiche. Ça peut être sur des activités aussi où vous ne mettez pas d'adresse. Là, c'est des fois plus compliqué au niveau de la validation parce que Google va taper, va dire ok, on nous donne une zone géographique, mais est-ce que la personne, est-ce qu'il y a des avis, est-ce que des gens entre guillemets, font de la recherche pour trouver cette activité sur cette zone-là. Et donc, il va essayer de faire des croisements. Et souvent, c'est pas facile à faire. Et il y a des gens qui ont des fiches qui n'ont jamais été validées. Ça arrive. Donc, il vous demande, et là on le voit un peu mieux, sélectionner une méthode de validation, soit par courrier postal, soit ça peut être, on vous précise évidemment l'adresse à laquelle ça va être envoyé. Donc là j'avais fait un exemple avec ma super entreprise, mais toujours pareil, le nom de votre entreprise, c'est-à-dire le nom de la fiche Google, c'est-à-dire le nom de votre établissement. Il y a des gens qui créent une société qui a un nom. On prend un nom commercial et souvent on se sert du nom commercial pour créer sa fiche établissement, son site internet, etc. Google ne va pas comprendre, il va croiser des fichiers, il va trouver une société qui va avoir un nom, le nom retenu par l'Infogreffe, Papers, Société.com, Le Figaro, Tartampion, etc. Et vous allez arriver en disant « Ah, je m'appelle différemment ». Et là, il peut y avoir des problèmes aussi de validation de fiches. Donc, bien penser tout le temps, votre nom commercial, en réalité, c'est le nom de votre société quand vous êtes en société. Quand c'est une entreprise individuelle, c'est votre nom qui apparaît. En principe, on met un nom commercial, on arrive. Ça, c'est assez plus simple, je vais dire, à gérer. Par contre, quand vous êtes en société, évitez d'avoir un nom et de me remettre un nom différent sur votre site internet, sur la fiche Google, etc. Encore pire, j'ai vu des gens qui me mettaient un nom sur leur site internet, un autre nom sur Facebook et encore un autre nom sur leur fiche établissement Google. Là, les moteurs de recherche. Mettre ça, on peut avoir une page sur Facebook, oui. Mais on ne peut pas avoir le même nom sur Instagram. Ça ne fonctionne pas. Alors, vous allez. Alors, après les heures d'essayer de la contacter. Vous allez. Alors, le principe, je fais juste une aparté. Vous créez un profil sur Facebook. Donc ça, c'est un profil. Le profil est privé. À partir de ce profil, vous créez votre page professionnelle. Et à ce moment-là, c'est là où vous la renommez. Et là, elle prend le même nom que sur Instagram, que sur votre fiche établissement, etc. Sauf que bon, derrière, l'URL n'est pas tout à fait la même, mais la racine, la première racine, le nom établissement est le même. Et donc là, vous allez communiquer par rapport à votre page professionnelle et non pas par rapport à votre profil. C'est là où il y a les différences notables et logiquement, une page Facebook, vous avez la même racine sur Instagram. Oui. Mais pas sur si vous n'avez qu'un profil, attention, il faut penser à switcher quand vous avez créé votre page pour l'emmener et faire la liaison avec Instagram. C'est la page qui fait la liaison avec Instagram et non pas le profil. Toute la difficulté est là. Voilà. Donc, et souvent, les gens créent un profil, premier, un deuxième profil, et ne me créent pas de page qui est la page entreprise. C'est-à-dire, là aussi, c'est pareil sur Facebook, on a des accès à des statistiques, à des paramétrages, des informations, etc., qui sont beaucoup plus importantes que sur la partie profil. Voilà. Mais normalement, à moins qu'il ait été déjà utilisé par quelqu'un d'autre, se peut aussi que le nom soit déjà utilisé. Je pense que c'est moi qui ai essayé de réserver et c'est toujours bloqué. Il faudra regarder ça. Mais... Voilà.
à voir, mais ça se peut que ça arrive, effectivement. Mais normalement, on devrait avoir la même racine. Moi, je fais des diagnostics sur des chambres d'hôtes en ce moment. Je suis peut-être de la chance, mais les 3 premières entreprises que j'ai fait, elles ont le même nom sur le site internet, le même nom sur leur Facebook et le même nom sur Instagram. Donc, page Facebook et Insta. Jusqu'à preuve du contraire, ça n'avait pas posé de problème en sachant qu'il y en avait un dans le. Oui, il y en avait un où déjà le nom de sa chambre, de ses chambres d'hôtes, était déjà utilisé par un restaurant dans une autre région. Donc à l'identique, pratiquement. Mais pas la même activité, donc c'était un peu plus facile. Donc, je vous ai fait une copie d'écran d'une interface administrateur de Google. Donc, on a un pavé à gauche, donc où il y a l'accueil, la possibilité de mettre des posts, de faire de l'information, si vous créez des contenus nouveaux, commencez à amorcer sur la fiche établissement Google. Il y a un pavé info. Donc les infos, on revient sur la page centrale, c'est ce qui nous intéresse. Donc ma super entreprise que je peux modifier. Donc les services, donc là, service de taxi, mais en réalité, j'aurais pu mettre X activités. Donc c'est là où on commence à emmener du contenu. On a ajouté la zone des services si on ne veut pas avoir d'adresse, ou on peut avoir une adresse éventuellement, mais on ne reçoit pas à domicile, on se déplace chez les gens. Donc là, on détermine la zone, on peut le faire avec Google Maps. On ajoute les horaires, on a le numéro de téléphone qu'on a déjà renseigné, on a éventuellement l'ajout de l'adresse du site internet si on en a un, sinon éventuellement de la page Facebook, et non pas du profil. Et on peut rajouter pas mal de services. Donc la validation requise, donc vous avez un pavé en haut à droite, on le valide quand on a renseigné déjà toute cette partie-là. Il y a une possibilité de fermer ou supprimer la fiche. Ça peut arriver, ça, je vous disais tout à l'heure qu'en créant 2 ou 3 adresses Gmail, on peut se créer des fiches test par rapport à son établissement. Ça permet de voir, en fonction des catégories, de voir les accès du moins à certaines propriétés de la fiche établissement. Ça vous permet de dire, ben voilà, la bonne catégorie qui me correspond, c'est celle-là. Que ce que vous allez faire des fiches test, ben là vous demandez la suppression puisque c'est vous et vous êtes en maîtrise. Après, il y a la possibilité de fermer la fiche, c'est-à-dire qu'elle n'est plus accessible au public, vous y aurez toujours accès. C'est-à-dire qu'on la met en sommet. Alors, c'est arrivé à des gens qui sont toujours en activité, mais qui ont une activité saisonnière. Ils n'ont pas été très loin, ils ont mis ça, ils ont mis hop, on va fermer. Et donc à un moment donné, ben, ils ont disparu hors ces zones d'ouverture. Vous n'avez plus de fiche Google. Je ne comprends pas, on m'a supprimé ma fiche Google. On est revenu voir dedans, en réalité, ils avaient pris cette option. C'est pas celle-là qu'il faut prendre. Alors, il faut revenir dans la modification des horaires ou mettre un pavé. Attention, nous sommes fermés du temps au temps. Les horaires indiqués correspondent aux horaires de la saison estivale ou de la saison touristique et on remet derrière. Voilà. Il y a des petites choses qui, c'est des pratiques, on va dire. Donc il peut y avoir des informations avancées, donc code du magasin, libellé, numéro de téléphone pour les extensions de lieux. Donc là, ça commence à devenir payant. On est sur la partie Google Ads. Donc on est plus sur des choses qui sont un peu payantes. Donc l'affichage des informations,
Donc un exemple, à droite, ce qu'on voit sur un téléphone, donc l'entreprise est numérique, donc on voit bien le pavé site web, l'itinéraire, les avis qui apparaissent. C'est dessous, il y a la petite ligne service qui est très simple dans ce cas-là, c'est service aux entreprises à Lyon. Donc on peut comprendre que c'est une entreprise qui a comme cible des entreprises et qui est dans le numérique de par le titre qu'elle a utilisé. Après, il y a des petites choses qui me gênent. On a une adresse, on a des horaires, hein, je vous ai dit 9h, midi 15, 14h, 18h, etc. Samedi fermé, dimanche fermé, et on repasse au lundi. Donc éventuellement là, il va falloir quand même la regarder de temps en temps parce que suggérer une modification, c'est accessible à tout le monde. Donc il y a des gens qui peuvent, notamment des concurrents, pas gentils, qui vous modifient vos horaires. Donc de temps en temps, il faut penser à aller les regarder. Alors c'est surtout dans la restauration, etc., où ça se tire un peu dans les pattes. Est-ce que ça c'est payant, ouvert, fermé, ou est-ce que ça c'est automatique? Non. C'est vous qui avez la main dessus. Il faut re-rentrer dans votre fiche. Mais à partir du moment où un client indique un changement d'horaire, si ce n'est pas contredit par le chef d'entreprise, je ne veux pas dire le chef d'entreprise, mais la personne qui est habilitée à gérer la fiche établissement, parce que à la limite, vous pouvez être chef d'entreprise, dire moi je suis l'administrateur, j'ai un droit d'entrée, mais vous pouvez mettre des sous-administrateurs. Donc, quand je travaille avec les gens qui veulent travailler sur leur fiche Google, ils me donnent l'autorisation d'aller faire des modifications et on voit ce qui se passe. Ça évite de faire Narbonne, Castelnaudary par exemple. Je le fais à distance et on regarde un peu comment ça évolue dans le positionnement, si sa fiche remonte dans les 3-4 premières fiches Google, etc. etc. On travaille comme ça. Des fois, on me demande de changer des catégories, qui est relativement compliqué. Donc je fais des tests, j'ouvre des fausses adresses Gmail au nom de la personne et je recrée sa fiche en changeant juste la catégorie pour voir comment ça remonte. Une fois qu'elle est validée, on rentre en concurrence. Mais par contre, la personne, elle a sa fiche Google de départ et elle a une deuxième fiche Google, des fois qui correspond à une nouvelle catégorie parce que son entreprise a évolué, que ça, c'est jamais figé. C'est-à-dire que quelqu'un qui ouvre il y a 5 ans, peut-être bien que ses référencements ou ses activités ou ses clients font qu'il y a une évolution dans son métier et que la fiche initiale ne correspond plus en termes d'activité à ce qu'il pratique. Donc des fois, il vaut mieux recréer une fiche en s'appuyant sur un existant et on la bascule. À un moment donné, on va, si je reviens en arrière, supprimer votre fiche, chez vous l'administrateur, vous supprimez. Ça ne se fera pas tout de suite, mais Google va en tenir compte. Éventuellement, vous allez recevoir un courrier, sinon, via votre téléphone, via l'adresse mail, vous allez être contacté par Google en vous disant attention, vous avez demandé la suppression de la fiche, est-ce bien vous qui avez demandé? Si là, vous confirmez, on sait que dans les 48 heures, votre fiche disparaît, des fois l'initiale. Donc, il y a toute une agilité, je dirais, voilà, il n'y a rien de figé et on peut toujours jouer dessus. La souplesse de la fiche établissement Google, c'est qu'on peut en créer. Non, j'ai inventé des fois de changer les choses de l'entreprise qui ne font pas le bien. Ouais. Mais quand on fait une recherche et ça dit actuellement fermé, ouvert demain, ça c'est automatique, c'est pas une extra, c'est pas quelque chose qu'on paye pour. Ah non, ça c'est gratuit. Vous re-rentrez dans votre fiche, c'est ce que je vous disais, les horaires d'ouverture. Par exemple, je ne sais pas, vous avez une activité, il y a les ponts à la française, éventuellement le mardi est férié, vous savez que vous n'allez pas travailler parce que vous avez des clients professionnels qui ne travaillent pas le mardi, vous n'allez pas ouvrir le lundi. Donc, exceptionnellement fermé ce lundi. C'est vous qui avez la main dessus et qui l'indiquez à vos clients. Voilà. Après, on le voit suggérer une modification, c'est quelqu'un de l'extérieur qui amène une information qui va être vérifiée par Google. Si vous n'y répondez pas, parce que pareil, vous allez recevoir une notification en principe, attention, vos horaires ont changé, est-ce vrai? Et donc c'est là, c'est vous qui validez ou pas.
Donc, toujours pareil, il y a une petite attention. Alors ça, c'est surtout dans la restauration où on voit ça. Pour les autres métiers, on est à peu près tranquille. Donc, sur le pavé de gauche, ça, c'est un accès par rapport à un ordinateur. Donc, on voit bien que on a beaucoup plus de facilité à jongler et à avoir accès aux outils à partir d'un ordinateur que par rapport à un smartphone. Bien que quand on a l'habitude et quand on connaît son smartphone, vous pouvez le faire en direct. Voilà. Donc, c'est des petites choses. Donc, petite checklist pour bien configurer la fiche Google My Business ou la fiche établissement. Donc, dans un premier temps, il faut qu'elle soit validée, la fiche. Donc ça, c'est pas vous qui avez forcément la main dessus, c'est Google. S'il n'y a pas de reprise en principe, ou s'il n'y a pas une adresse un peu compliquée qui n'a pas encore été adressée au niveau de la mairie, je dirais que dans 90% des cas, ça se passe, c'est une validation quasi immédiate. Donc bien définir son nom et ses coordonnées. Si vous êtes au 2, vous n'êtes pas au 2,5 ou au 2,10, vous êtes au 2. Vous n'êtes pas au 3. Donc, regardez bien, vérifiez tout le temps que ça soit les bonnes coordonnées. La catégorie, alors, la première, qui, elle, n'est pas changeable, c'est pour ça que souvent, je dis aux gens, la catégorie ne vous correspond plus, on refait une deuxième gentiment fiche en reprenant tous les éléments, on va faire presque du copier-coller, mais on va changer de catégorie. Après toutes les sous-catégories, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Celles-là, elles sont interchangeables, vous pouvez les remonter. Vous avez une activité qui était secondaire au démarrage, elle devient, je ne veux pas dire principale, mais elle représente par exemple 20% de votre chiffre d'affaires. Vous avez tout intérêt à la repasser en premier, enfin deuxième ou troisième, pour que les gens sachent que c'est un de vos points forts et que voilà, vous devenez un peu spécialiste sur cette activité-là. Donc les horaires d'ouverture, j'insiste dessus, mettez-les à jour. Vous êtes fermé, c'est pas grave, hein, on le comprend tout à fait. C'est gênant pour des nouveaux clients qui, par exemple, s'appuient sur l'itinéraire par rapport à votre fiche Google. Ils disent, ah, ben, il est ouvert, je vais essayer d'y passer. Et ils arrivent, porte fermée. Déjà, vous avez une très mauvaise première impression. Donc le but du jeu, c'est, je suis fermé. Je ne peux pas recevoir les gens. C'est pareil pour des gens qui ont des activités artisanales. Vous êtes sur un chantier, vous ne pouvez pas être à votre adresse que vous avez donnée. Donc pensez à mettre dans les lignes d'indication, si je reviens, vous avez service aux entreprises à Lyon. Du fait, de par mon activité, je suis sur un chantier, vous pouvez me joindre éventuellement sur mon portable. Ou laissez un message sur le portable, je vous répondrai dès que je serai redevenu disponible. Toujours pareil, le but d'une fiche établissement Google, c'est d'amener le plus d'informations pour que les gens n'aient pas à vous le demander par téléphone ou par mail ou autre. On a de la première information, de la primo-information, c'est des choses qui sont simples à mettre en place, et la personne, à la limite, elle râle quand elle vous rencontre, ou elle vous a au téléphone, vous n'êtes pas joignable, etc. Parce que vous avez lu ma fiche Google. Déjà, ça évite des aspects négatifs, des avis négatifs là-dessus. Donc, on va continuer, compléter la description. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire au moment de la création de votre fiche Google, ça peut se faire au fil de l'eau, tout au long de l'année ou de la vie de votre entreprise. C'est des informations à rajouter. C'est des nouveaux services que vous pouvez proposer à vos clients, ça peut être de nouveaux produits, etc. Il y a tout un tas de choses où vous pouvez mettre du contenu.
N'oubliez pas d'ajouter le lien vers votre site internet si vous avez un site internet. Et toujours pareil, c'est le même principe que sur Instagram et Facebook, soignez l'aspect, le qualitatif photo. Il y a des fois des petites problématiques pour faire disparaître des photos de votre mur de photos sur une fiche établissement Google. C'est déjà assez compliqué quand c'est des clients à vous ou des fournisseurs qui prennent votre établissement en photo et qui le rajoutent au mur, parce que ça on peut le faire, c'est-à-dire que l'internaute Delta ou Alpha peut apporter des photos supplémentaires à votre mur de photos. Et donc des fois c'est pas très qualitatif. Donc il faut demander à Google de faire sauter ces photos, de les supprimer, etc. Quand vous téléchargez des photos, vous avez les photos, vous les mettez dans votre fichier, vous les importez sur Google. N'oubliez pas de nommer les photos. Je ne veux pas dire de mettre une balise comme sur un site internet, mais pensez à y mettre un titre. C'est toujours mieux, toujours pareil, on essaye déjà d'être dans du référencement naturel, une photo avec un JPEG, avec un numéro. Pour un ordinateur, ça ne veut rien dire. Pour un robot, ça ne veut rien dire. Par contre, il y a un titre, et là, ça correspond à quelque chose. Et donc, le moteur de recherche, lui, il sait que la telle photo, c'est quelque chose. Donc, récolter et gérer les avis clients. Alors, à l'heure actuelle, les récolter, il y en a suffisamment. Je dirais que dans l'absolu, n'incitez pas plus que ça les gens à laisser des avis. C'était vrai jusqu'à il y a 6 mois. L'algorithme de Google a complètement changé. Il le prend beaucoup moins en compte. Par contre, ce qu'il prend en compte, c'est les réponses apportées aux avis. Donc, il vaut mieux avoir 15 avis qui représentent un panel important, répondus, plutôt que d'en avoir 50 où vous avez répondu à 3 ou 4 avis. Sur les 50, au niveau du référencement naturel, l'algorithme de Google, à l'heure actuelle, privilégie le qualitatif au quantitatif. Donc ça va s'estomper. Alors, voilà. Est-ce que les autres moteurs de recherche sont sur la même logique de fonctionnement? Pour moi, à part Google, à l'heure actuelle, tous les autres demandent des avis. Alors même sur les plateformes, entre guillemets, de réservation pour des hôtels, des chambres d'hôtes, type Booking, etc., eux, ils demandent qu'il y ait systématiquement des avis dessus. Et je dirais que, voilà. Après, il ne faut pas courir après, il ne faut pas que ça soit, je dirais, une quête d'absolu. Donc, les bonnes pratiques, c'est uniformiser son nom et ses coordonnées sur tous les canaux de communication numérique, hein, réseaux sociaux, annuaires et sites partenaires. Donc toujours pareil, chose importante, quand la presse locale, par exemple, veut faire un article sur vous, votre activité, pensez, toujours pareil, le même nom de l'entreprise, votre adresse mail ou votre adresse du site Facebook, et toujours dans dans le même cadre, on va dire, que ce qui existe sur la fiche établissement, sur le site internet, sur Instagram, sur Facebook et consorts. Ça, j'y tiens. L'uniformisation, c'est un truc qui compte beaucoup. Bon, mettre en avant les coordonnées, effectivement, vous vérifiez sur Google Maps si votre établissement est correctement situé. Vous allez sur Waze, vous allez sur d'autres. Grosso modo, il faut que ça soit bien ciblé, tout simplement parce que l'avantage que procure la fiche Google, c'est qu'elle vous propose un itinéraire pour vous rendre pile poil à l'endroit où vous exercez, où votre magasin est ouvert, etc., etc. Faire vivre la fiche, ben oui, la créer c'est une chose. Après, il faut mettre à jour les infos, publier du contenu, donc soit des photos. Google commence à accepter des formats vidéo plutôt courts, mais pourquoi pas. Il y a dans certaines catégories des fiches produits, donc il faut vous en servir. Alors,
C'est pas forcément pour mettre en avant un seul produit, mais ça peut être une gamme. Vous en parlez, vous avez des nouveautés, vous en parlez, vous servez de cette fiche produit pour en parler. Et ça va apparaître. Ça nécessite beaucoup moins de travail que de la présence sur les réseaux sociaux. Un changement de photo à peu près tous les 15 jours, tous les mois, c'est-à-dire 12 parutions à l'année, pour Google, ça veut dire que vous avez très bien travaillé. Il n'y a pas besoin d'en mettre 40 ou 50. Sur Facebook, suivant l'activité, on est, si on veut vraiment que ça porte ses fruits, à 2 parutions par semaine, avec des formats différents. Il faut se creuser la tête pour savoir ce qu'on met comme contenu. Il faut travailler un peu ces mots-clés. Il faut travailler la qualité des photos, la qualité des vidéos. Je fais quoi, je parle de quoi, de moi, de mes aspirations. Qu'est-ce que ce que j'emmène de plus par rapport à des concurrents ou des confrères. Sur la fiche Google, on ne demande pas ça. J'apporte de l'information. Et donc, c'est un premier jet par rapport au SEO, donc au référencement naturel. Les mots-clés localisés, dans la fiche Google, essayez de me mettre des marqueurs géographiques. Vous pouvez être la 3e ou 4e génération de commerçants à avoir pignon sur rue si vous mettez que votre nom. Quelqu'un qui vient de l'extérieur, il va taper, il va chercher restaurant Narbonne. Ça ne veut pas dire que vous soyez dans les premiers. Par contre, vous adossez à votre nom la situation. Vous êtes situé à Narbonne, vous mettez Narbonne. Vous êtes situé à Castelnaudary, vous mettez Castelnaudary. Vous êtes situé dans le petit village qui touche ou qui est dans la proche périphérie de Castelnaudary, vous mettez Castelnaudary. Et vous ne mettez pas le nom du village. J'étais à Saint-Jean-de-Paracol, c'est beaucoup plus loin, après Espéraza. Saint-Jean-de-Paracol, si je cherche chambre d'hôte Saint-Jean-de-Paracol, mis à part si j'y dormi déjà, je ne suis pas sûr de me souvenir du nom du village. Par contre, Espéraza, oui, Quillan, oui, voilà. Par rapport tout le temps à une géolocalisation qui frappe un peu par rapport aux internautes qui viennent hors zone. Pour Google, est-ce que le Minervois est connu ou est-ce que... Ça peut être le Minervois, oui. Voilà. Il n'y a pas besoin non plus de situer, si on a une ville de 10 000 habitants, des fois, je prends l'exemple de Quillan, tout le monde ne situe pas Quillan dans l'Aude, c'est où, c'est dans la Haute-Vallée, etc. Des fois, c'est le régional qui parle. Je vais prendre un exemple hors zone. Par exemple, je cherche une chambre d'hôte dans le Périgord noir. Je veux aller passer mes vacances à Sarlat, je sais que c'est dans le Périgord noir, mais j'ai une zone qui fait autour de Sarlat 50 km de rayon. Donc je peux aller ailleurs. Mais effectivement, c'est une méthode aussi. Le Minervois, ça peut être les Corbières, ça peut être... Voilà. Il n'y a pas de souci particulier. Oui, c'est du test. C'est-à-dire que vous voyez comment ça résonne, comment l'internaute, c'est-à-dire la personne qui surfe, qui demande une requête, va le mettre. Est-ce qu'il parle Minervois, est-ce qu'il parle plutôt région, etc. Alors, on fait fi, entre guillemets, des gens qui sont autour, qui sont sur la ville même, bien que je vois que pour un problème, alors ça m'arrive à Castelnaudary, la personne a un nom, une entreprise qui a pignon sur rue, qui est X génération, c'est pas lui qui a fait la fiche Google, c'est son franchiseur, et quand on le cherche, le premier qui est arrivé, c'était Pamiers, le deuxième, c'était Rikista. Que les gens cherchaient par rapport au nom de la franchise. On a juste rajouté Castelnaudary, et bizarrement, quand on mettait la géolocalisation sur son téléphone et qu'on demandait cuisine plaisir, Castelnaudary, hop, en premier. Mais à un moment donné, voilà, il faut faire des essais, c'est-à-dire qu'on se met tout le temps, quand on crée une fiche établissement, on essaye de se mettre à la place de la personne qui exprime la requête, qui fait l'interrogation sur le moteur de recherche. Une fois qu'on a à peu près cerné,
ni plus ni moins de définir un client type, de dire voilà, comment il va raisonner, comment mon client type va raisonner, comment il va essayer de me trouver, par rapport à quoi, mon activité, par rapport à ma zone géographique, etc., par rapport à mon nom. Hein. Je peux avoir un nom voilà, connu, parce que j'ai une certaine image de marque. Juste ça, ça permet déjà de se trouver. Après, dans un deuxième temps, c'est les gens qui ne sont pas forcément des locaux, qui ne connaissent pas l'adresse, qui arrivent dans la région ou autre et qui cherchent ce type de service. Comment ils vont vous trouver? C'est-à-dire qu'une fois, en réalité, il y a un double travail. C'est-à-dire qu'au bout de 2-3 ans, vous avez votre référencement local, vous êtes très connu dans un rayon de 10 km, voire 50 ou 100, hein, suivant l'activité. Le but du jeu, c'est d'augmenter votre zone de chalandise. Donc, de dire à des gens, attention, voilà, vous habitez à 70 km, moi j'existe, je respire, je fais ça, voilà les avis de ma première zone, les premiers clients, je suis là, et voilà. Et là, ils appuient sur l'itinéraire, ils savent qu'ils vont faire 70 km, mais qu'ils vont mettre 1h30 pour faire les 70 km. Ça peut être négatif, ça peut les rebuter, comme on va vous voir parce que vous avez une activité qui correspond à ce qu'ils recherchent. Voilà. Et Minervois, oui, c'est faire des essais. Minervois, ça parle pour les gens d'ici. Mais après, dans le deuxième c'est mieux que Montagne. C'est plus connu, on va dire, que la Montagne Noire. Ça, effectivement. Alors que Languedoc aussi, donc il n'existe plus et est encore utilisé. Ou même Sud de France, si on va à l'international, alors que Sud de France, c'est très large. C'est tout le temps, en fonction des intérêts. Mais, par exemple, nous, on est dans un petit village entre Narbonne et Carcassonne. Ça va le perdre. Si on dit entre Narbonne et Carcassonne, il faut une information. Vous pouvez le rajouter, si vous voulez, dans les services. Entre guillemets, il va falloir en parler. Situé entre Narbonne et Carcassonne, dans le Minervois. Oui. Voilà. Au milieu du Minervois, vous faites une chambre d'hôte, par exemple, c'est encore plus facile. Mais vous situez à peu près. De toute façon, il faut que les gens aient des repères par rapport aux grandes villes qui sont à peu près connues. Le problème, après, quand on arrive dans une région, je veux dire, on a sa première clientèle qui est souvent locale et qui est implantée depuis X années. Après, pensez tout le temps aux gens qui arrivent. Ils peuvent passer 3 ans, 4 ans et ne pas savoir ce qu'ils sont. Moi, j'ai toujours l'exemple de 2 entreprises pré-industrielles, je peux parler comme ça, 50 et 30 salariés, qui sont sur, on va dire, 2 métiers un peu différents, mais il y a une partie commune. Et il y en a un qui fait du clonage de circuits imprimés, et l'autre, il fait des machines à commande numérique. Donc, il a fait des machines il y a 20 ans, vous pouvez penser que les circuits électroniques, ils ont évolué, sauf qu'on ne trouve plus les composants. Même s'il y en a, ils sont en Chine, donc ils mettent 2 mois ou 3 mois à arriver. Le temps qu'on refasse le circuit imprimé, c'est un peu compliqué. Donc ces gens-là font des clonages de circuits imprimés avec les nouvelles technologies. Quand ils n'ont pas, parce qu'ils récupèrent toutes les anciennes cartes électroniques de tout ce qui n'est pas réparable, ils ont des fois en stock des anciens composants qui n'existent plus sur le marché. Ils sont à 500 mètres l'un de l'autre. Ils ne se connaissaient pas. Et quand j'en ai parlé à un, je lui ai dit, là, ce que vous faites sur le SAV, parce que vos machines, elles sont en inox, etc., donc elles ont une durée de vie de 25, 30 ans, 40 ans, vous faites quoi? Ben, on met des nouveaux blocs numériques. Et puis, c'est quoi? C'est la carte, en principe, c'est les cartes humaines qui pètent. Condensateur, une carte qui fait de variateur, de vitesse. Ben oui, mais on est obligé de changer les blocs complets. À 500 mètres, vous avez une entreprise qui va être capable de le réparer s'ils ont la pièce, sinon ils vont vous cloner, ils vont étudier, ils vont vous sortir juste un composant électronique. Ils vont peut-être vous le vendre 25 ou 30 balles, mais votre client, il n'aura pas un bloc à 2000 € à changer. Il aura juste un composant, vous prenez la main d'œuvre. Voilà. Oui, et ça, c'est des gens qui ont créé leur entreprise. Il y en a une qui a plus de 50 ans et l'autre qui a 87. Donc, et ils étaient voisins, sans savoir ce qui se faisait. Donc le réseau est aussi important localement de dire à un moment donné, j'existe. Voilà. Et
je disais, sur les 2-3 premières années, on est plutôt sur le local. À partir du moment où on a développé sa clientèle locale, on étend sa zone à Paris. Et donc, on n'a pas du tout la même politique de mots-clés localisés, etc. etc. 13 heures. Donc, quelques outils pour chercher les mots-clés. Donc, vous avez le Keyword Planner de Google. Donc, vous avez surtout les deux qui sont dessous, Uber Suggest et Answer the Public. Donc, si vous ne les connaissez pas, c'est des freemium. Ils ont une partie payante, une partie gratuite. De mémoire, je crois qu'il y a 3 requêtes par jour, 3 ou 5, sur des mots-clés. Comment déterminer vos mots-clés? C'est assez facile. Déjà, vous essayez de trouver des sites de vos concurrents ou des gens qui font la même activité que vous. Vous regardez un peu comment ils ont fait et puis vous les faites tester sur Uber Suggest et Answer the Public. Alors, il y en a plein d'autres. Il y a SEMrush, bref. ChatGPT, c'est pas mal pour créer du contenu. Moi, je le fais, je ne vous cache pas, je m'en suis servi avec prudence au départ. Là, il y a des gens, des fois, qui me disent ah ben, on ne sait pas quoi mettre, on ne sait pas comment communiquer, etc. Voilà la truc. Et voilà l'accès. Donc, je leur fais la rédaction, je leur donne ce que j'ai sorti, et après, je leur dis c'est à vous un peu de le faire, c'est votre bébé, quand même, votre entreprise. C'est vous qui allez mettre une requête un peu plus précise sur ce que vous attendez, et donc essayez de faire comprendre à l'intelligence artificielle si elle en tient la substantifique moelle de mots-clés, ou etc. Voilà. J'ai fait à peu près le tour sur les trucs. Juste pour terminer, un exemple d'une fiche Google, alors je ne veux pas dire parfaite parce que ça n'existe pas, mais réussie. Voilà. Donc c'est un fleuriste, donc avec des photos très qualitatives. Donc vous voyez Instagram, vous voyez Facebook, l'affiche Google, donc avec un positionnement géographique, des photos qualitatives mais tirées d'Instagram, de ses parutions Instagram et Facebook, avec beaucoup d'informations, avec des avis. Et donc, si on regarde un peu, si on éclate la fiche établissement Google, on a du super très qualitatif et sur les photos, sur les contenus et sur le travail qui est fait. Vous avez donc l'adresse, on reprend les horaires d'ouverture et je ne sais plus si je l'ai mis après, il doit y avoir donc les avis. Donc on a à peu près 25 avis. Vous allez me dire, oui, c'est pas beaucoup, mais c'est des avis qui ont été répondus. Et à la limite, ce monsieur, il a plusieurs points de vente sur l'eau. Donc là, c'est un de, je ne veux pas dire une nouveauté, parce que ça va faire 2 ans qu'il est ouvert, ou 3 ans. Voilà, il a fait une reprise derrière, et c'était un bel exemple. Bon, après, ça s'y prête, un fleuriste un peu, qui a un peu de goût et qui travaille beaucoup les compositions. C'est toujours il y a un contenu photographique qui peut être intéressant tout de suite. C'est beaucoup plus difficile si vous faites des boîtes de conserve, par exemple. C'est un peu plus compliqué à mettre en valeur. Mais bon, on arrive à trouver quelques solutions. Donc toujours pareil, consulter les précédentes informations, la vitrine web enfin en ligne, etc. Chaque fois, vous pouvez rajouter du contenu à votre fiche établissement, le public va chercher, va voir, en sachant que, je le répète souvent, mais comment dire, on surfe sur Internet via les téléphones portables. Donc, la fiche Google, c'est la première porte d'entrée sur le téléphone portable avant d'arriver sur le site. Ça paraît tout bête. Et en plus, il faut que votre site soit responsive, donc corresponde en termes de fluidité de navigation à une utilisation sur un smartphone, ce qui n'est pas toujours le cas.
La fiche Google, s'il y a un bon contenu dedans, elle se suffit à elle-même. En sachant qu'on a toujours bouton appeler. Si vous avez mis un numéro de téléphone professionnel, vous êtes tranquille. Vous pouvez, la personne va appuyer dessus et va vous contacter pour vous demander tel type de service, de produit, etc. Donc c'est beaucoup plus facile. On a fait à peu près le tour. Donc, je vous ai mis des liens sur les pages d'aide de Google. Comment revendiquer une fiche, mais vous l'aurez dans le PowerPoint. Quelques astuces pour améliorer son référencement local. Pareil, c'est sur des sites dont moi je me sers parce qu'il y a de l'information en continu sur l'évolution numérique. Vous aurez mes coordonnées et je pense avoir fait à peu près le tour pour cette intervention. Je suis à peu près dans les temps.